Bienvenue au plan de carrière 2022. Je m'appelle Audriane Racine et je vais avoir le plaisir d'animer la session d'aujourd'hui intitulée Influencer votre réputation. Notez que cette session est offerte en français, mais qu'une autre session est aussi offerte en anglais en même temps sur le même sujet. Please note that this is a French session, but an English segment on the same subject is held simultaneously, pardon me, in a different webinar. If you prefer attending the English session, the link to that session is available in the chat. Wow, ça commence bien en anglais, c'est présentation. C'est en français aujourd'hui, donc pour commencer, je tiens à souligner que le territoire sur lequel bon nombre d'entre nous assistent à cet événement est le territoire non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Certains d'entre vous viennent peut-être de diverses régions du pays et je vous encourage donc à prendre un moment pour reconnaître le territoire que vous occupez. Au fur et à mesure que se déroule la session d'aujourd'hui, veuillez nous faire part de vos commentaires dans l'espace de discussion situé en bas de votre écran. Si vous voulez poser une question à nos panélistes, utilisez le bouton Q&R. Vous pouvez aussi voter pour les questions qui vous plaisent en cliquant sur le bouton du pouce levé. Les questions les plus populaires seront posées à la fin de la session. Afin de mettre en valeur les apprentissages d'aujourd'hui, on va passer en revue les objectifs pour ce segment. Donc, après cette séance, les participants seront en mesure de reconnaître l'impact que les perceptions des collègues peuvent avoir sur leur capacité à travailler efficacement ou à faire avancer leur carrière. Vous allez aussi être en mesure de réfléchir à la façon dont les autres peuvent les percevoir et identifier les moyens à maîtriser le récit de leur réputation à l'aide de techniques simples. Pour nous guider à travers tout ça, c'est un honneur pour moi de vous présenter nos panélistes. Donc, la première panéliste, Jessica Zeroual. Jessica est chef d'équipe pour l'équipe numérique et les données des clients à Service Canada. Elle travaille dans la fonction publique depuis 5 ans. Merci d'être parmi nous, Jessica. Le prochain panéliste, on a Brock Béliveau. J'ai vraiment aimé la semaine passée, on s'est rencontrés et son nom était The Rock avec un B muet. Donc, The Rock est le gestionnaire des services de pension spécialisés au Centre des pensions du gouvernement du Canada au Nouveau-Brunswick au sein des services publics et approvisionnement Canada. C'est après avoir travaillé pendant 13 ans en tant que spécialiste des ressources humaines dans la fonction publique qui maintenant a fait son arrivée là, dans ce service de pensionnat spécialisé au Centre du pensionnat du gouvernement du Canada. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Finalement, on a Jennifer Thorne. Jennifer travaille pour la fonction publique du Canada depuis plus de 20 ans. Elle a développé une expertise en matière de politique, de gestion des programmes de communication, de la mobilisation et de la gouvernance du service à la clientèle. Bienvenue, Jennifer. Donc, c'est une belle session aujourd'hui, puis ça nous fait vraiment réfléchir à qu'est-ce que c'est, quelle est notre réputation au sein du gouvernement du Canada. Moi, c'est une question que je me suis posée avant la séance d'aujourd'hui. J'espère avoir une réputation positive, que les gens savent que j'aime ça m'impliquer, que j'aime ça participer aux différents événements. Est-ce que vous, les personnes qui assistent à la séance d'aujourd'hui, vous avez pensé à votre réputation au sein du gouvernement du Canada et quel serait votre avis? Est-ce que vous remettez en question votre réputation des fois ou au contraire, c'est pas quelque chose que vous faites c'est dans vos habitudes? En fait. Là, on va afficher la question quelques secondes à votre écran. Prenez le temps de répondre. Moi, je peux définitivement dire que oui, ça m'a remis en question. J'ai pris le temps de penser à ma réputation, en fait. Donc, 66% des gens
qui ont repensé à leur réputation avant la session. Il y en a qui sont incertains, il y en a 3 qui sont incertains, donc 6%. Je serais curieuse de savoir, en fait, l'opinion de nos panélistes aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose on doit se remettre en question de notre réputation? J'aimerais ça vous entendre un peu parler sur vos idées, en fait. Je commencerai par toi, Brock. Explique-nous comment vous avez créé votre image ou ta réputation au sein du gouvernement. Merci, Audrey-Anne. Je vais peut-être commencer mon discours avec la fin. Puis, disons, c'est une stratégie intéressante, mais vous allez savoir pourquoi. Donc, comme mentionné dans l'introduction, j'ai fait un changement de carrière après 13 ans en ressources humaines. C'est pas que j'aimais pas ça ou quelque chose, mais tu sais, à mi-chemin de ta carrière, tu commences à songer, est-ce que c'est ça que je veux faire pour le restant de mes jours? Puis, la réponse que je me dis était non. Alors, j'ai tenté le coup de faire un peu de réseautage, puis j'étais surpris à quel point que c'était facile à me placer. Puis, c'est pas une question de me vanter, mais j'ai planté un peu de graines ici puis là pour savoir, hey, avez-vous besoin du talent de votre organisation? Est-ce que vous avez besoin de l'aide? Je suis prêt dispo, je suis agent libre, si tu veux. Puis, j'ai une rencontre avec ma nouvelle patronne, puis elle m'a genre mentionné, juste en passant, tu as déjà la job, juste à cause de tous mes collègues ont dit qu'il fallait que je te prenne. Donc, faut que j'avoue, ce n'est pas toujours comme ça, mes entrevues, puis particulièrement en étant en ressources humaines, ce n'est pas comme ça que je conseille non plus à faire les entrevues, mais c'est quand même une mutation. Donc, ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Donc, je vous dis ça parce que ça n'a quand même pas été un cheminement si clair et précis que ça pour bâtir ma propre réputation. Depuis mon entrée de la fonction publique en 2007, j'avais des aspirations de faire le mieux que je pouvais, contribuer quand je pouvais, mais j'avais aussi quelques, mettons, traits de caractère qui étaient, comment on pourrait dire ça, un peu égocentrique, je dirais pas toxique, mais comme avoir un focus très précis sur ma carrière, mes objectifs, mes réussites. Puis ça a bien marché pour un certain bout de temps, mais à un moment donné, tu commences à t'apercevoir un peu que cette approche-là peut avoir des impacts sur les gens autour de toi. Donc, moi, j'habite à Shediac, sur la côte Est, sur le bord de la mer, on a beaucoup d'eau. Puis, c'est bien facile, si tu tires une pierre dans l'eau, il va toujours avoir des petits rips qui sont faits. Peu importe la grosseur de la pierre, il va toujours avoir des rips. Puis, c'est un peu comme ça que je voyais ou que je vois maintenant la façon que je me comporte, puis où je me comportais aussi aujourd'hui, en termes de mes interactions avec les autres. J'avais un peu l'attitude que si qui m'aiment pas pour qui je suis, ben, c'est leur problème, pas la mienne. Puis ça est venu comme un point, disons, je pense que c'était à peu près en 2012-2013 à peu près. J'avais une discussion avec ma patronne, puis c'était une session de feedback, une session de coaching. Puis elle m'a dit, Brock, on apprécie ce que tu donnes à l'organisation, mais il y a quand même certaines personnes qui ont la perception que tu es un peu arrogant, que tu es un peu égoïste dans ton approche. Moi, je ne le pense pas. Je suis certain que tu ne le penses pas, mais voici qu'est-ce que les autres personnes le perçoivent. Moi, j'ai sorti la rencontre, puis j'étais comme, ils ne savent rien, eux autres. Comme, moi, je continue à qui je suis, j'aime qui je suis, et je continue ainsi. Par contre, quand on fait face à des questions comme ça, un peu sur qui nous sommes, c'est normal de commencer à se questionner puis se repositionner là-dessus. Donc, j'ai rentré dans un peu une période de réflexion professionnelle, personnelle ou professionnelle, peu importe, pour me demander qui suis-je? Puis, c'est qui que je voulais quand j'allais grandir, si tu veux, de ma carrière? Donc, tu sais, j'ai quand même cru que dans ma vie personnelle puis ma carrière, que j'ai quand même un certain bon sens de valeur en termes de quelle sorte de personne je veux être. J'ai certaines valeurs comme étant, tu sais, l'honnêteté, la transparence, la communication, la collaboration. Mais ça, c'est mes valeurs, puis ma façon de le projeter, ça m'appartient. Par contre, ces comportements puis les attitudes que je fais face aux autres, ben, ça a toujours un effet sur les autres personnes. Encore une fois, les rips dans l'eau.
Donc, j'ai décidé, OK, quelle intention que je vais avoir dans mes actions? Puis de quelle façon que je peux agir avec ces intentions et l'authenticité pour être en mesure d'essayer de trouver un lien commun ou une bonne synergie avec les autres autour de moi. Donc, tu sais, en naviguant à travers de ma carrière avec ces éléments-là, donc juste prendre un petit peu l'arrière, tu sais, quand on parle des intentions ou des affirmations, si tu veux, comme qui suis-je, on fait ça tous les jours à plusieurs différentes choses. Je suis maman, je suis papa, je suis étudiant, je suis fonctionnaire, je suis maman de chat. Audrey, j'ai vu ton chat passer tantôt. Puis moi-même, il y a quelques années, je m'achetais un voilier et soudainement, je suis devenu un marin. Donc, c'est des étiquettes qu'on se donne, mais des identités qu'on se donne aussi. Alors, avec ces intentions que j'ai décidé de m'y donner et cette identité que je voulais me donner comme professionnel, vraiment, je me disais, je veux être collaborateur, je veux être transparent, je veux être quelqu'un pour qui les gens veulent travailler avec. Puis, ça ne revient pas nécessairement de soi, mais on peut aussi entendre et voir la façon que les autres réagissent à nos interventions, à nos comportements et à la façon qu'on parle avec eux autres. Donc, j'ai vraiment pris l'approche ou l'ouverture, si tu veux, de vouloir essayer de comprendre et communiquer avec les gens à deux niveaux. Premièrement, tu sais, en étant en ressources humaines pour si longtemps, tu as quand même un certain gabarit au niveau du service à la clientèle. Mais avec mes clients, ce n'était pas juste comprendre c'était quoi leurs besoins, mais c'était quoi la motivation du besoin. Puis avec ça, j'ai réussi à bâtir quand même beaucoup de compréhension et puis on pourrait même dire un peu d'assimilation, si tu veux, dans leur façon de transiger avec moi. Donc, j'ai réussi quand même à bâtir des très bons liens clients à cet égard-là. Avec mes collègues, c'est un peu la même chose, comprendre le pourquoi qui agissent de certaines façons, comprendre leur point de vue. Puis, en prenant cette approche-là, j'ai quand même pu me bâtir une belle réputation comme étant quelqu'un qui collabore bien avec les autres. Tu sais, les commentaires que j'ai reçus il y avait quelques années auparavant, j'ai saisi ça comme un défi, puis j'ai voulu changer un peu le narratif de, tu sais, pas tout le monde, mais la majorité des personnes. Puis j'ai vu que ça commençait à être un peu plus critique au point de ma carrière que j'ai rentré dans des rôles de leadership, comme gestionnaire, comme superviseur, comme directeur pour une certaine période de temps, que c'était pas juste une question de avoir la bonne collaboration avec les gens directs, mais c'est avoir une collaboration horizontale au niveau de l'organisation. Puis c'est ici que la réputation commence à devenir un peu plus critique parce que tu veux t'assurer que tu es une des personnes avec qui les gens veulent communiquer, qui veulent travailler. Je pense qu'on a peut-être toutes des histoires ou peut-être des situations qu'on garde dans notre environnement de travail, puis il y a des personnes qui sont comme je ne veux pas vraiment travailler avec cette personne-là. Ou ça va être difficile si on leur appelle. J'ai jamais voulu être cette personne-là, puis j'ai tenté de vraiment essayer d'avoir les interactions avec les gens en fonction de cette approche-là. Alors, tu sais, vraiment, la façon que je m'ai pris avec, c'est premièrement la connaissance de soi, comme je l'ai dit, savoir c'est quoi mes intentions, c'est quoi mes affirmations au niveau professionnel, puis tenter d'agir avec l'authenticité de mes actions. Également, être ouvert au feedback des autres, être ouvert aux réactions des autres, que ce soit verbal ou non verbal, puis vraiment tenter de m'adapter à la situation le mieux que je pouvais. Puis quand que je ne pouvais pas, c'était vraiment essayer d'utiliser des outils de communication de façon continuelle. Il y a un concept, puis j'oublie le terme français, growth mindset, vouloir être en mode de croissance continuelle. Ta réputation, ce n'est pas quelque chose qui cesse de grandir, c'est quelque chose qui continue à évoluer à fur et à mesure que le temps s'avance, que ta carrière avance, que tous les différents péripéties de la vie qui peuvent arriver s'avancent. Alors, un exemple que je peux vous donner, c'est, ça allait super bien à un moment donné avec mes patrons. Je ne vais pas dire où et comment, mais j'ai changé de leader. Il y a eu des leaders qui ont changé dans l'organisation. Puis la méthode que j'utilisais avec les personnes au préalable ne fonctionnait plus. On ne se comprenait pas. Il y avait peut-être une certaine des suppositions qui ont été prises des deux côtés, puis il a fallu qu'on se reconnaisse, qu'on apprenne à se connaître encore une fois. Alors, ça montre que la réputation, ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans le béton, c'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler là-dessus de façon continuelle. Et
comme la vie, on rencontre plein de différentes personnes, donc on navigue un peu à travers les vagues qui surviennent avec ça. Alors, j'ai déjà dit la fin de mon histoire, mais c'est un peu comme ça que je vois le concept de sa réputation professionnelle, dans le cadre de ma carrière de la fonction publique. Puis vraiment pour les gens qui participent aujourd'hui, premièrement, merci pour votre participation. Puis j'ai bien hâte, si vous avez des questions, de me les poser. Alors, merci. Merci beaucoup. Je retiens tellement de belles choses de ce que tu viens de dire. Premièrement, qu'on doit se mettre, veut pas se remettre en question pour savoir exactement quelle est notre réputation puis qu'est-ce qu'on aimerait avoir comme réputation. L'autre chose aussi que j'aime beaucoup, c'est le fait que quelqu'un qui a une belle réputation, tu as envie de travailler avec cette personne-là. C'est important. On sait aussi que les équipes, c'est beaucoup plus efficace qu'une personne qui travaille individuellement. C'est des équipes, c'est important, quand on a une belle réputation, les gens ont envie de travailler avec nous, on est plus efficace. Dans cette optique-là, Jessica, j'aimerais savoir, toi, quel genre de personne, quel genre de personne avec qui tu aimes travailler? Premièrement, merci beaucoup, Audrey-Anne, pour la question. Puis je pense qu'on peut beaucoup retenir de ce que Brock vient juste de partager. Avant de commencer, pour ceux qui ne peuvent pas vraiment me voir, j'aimerais ça juste me décrire. Alors, je suis une femme, mes pronoms sont elle. En ce moment, je porte un turtleneck brun, je porte des lunettes. J'ai une peau un peu mélangée, blanche, les cheveux frisés. Et en arrière de moi, j'ai un mur avec 2 plantes et un canapé qui est gris. Alors, je veux juste m'assurer que si jamais je parle trop vite pour quelqu'un dans les participants, laissez-moi savoir par l'écrit, puis je vais essayer de ralentir un petit peu plus. Alors, pour moi, tu sais, c'est une grosse question, tu sais, avec quel genre de personne avec qui on veut travailler. Et ça, c'est vraiment difficile parce que je pense qu'on est tous différents. Alors, je pourrais dire quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est collaboratif. Mais peut-être ce que je peux faire, c'est peut-être partager mon histoire et mes expériences, puis peut-être des conseils, des astuces qui pourraient peut-être vous aider aussi. Parce que tout le monde va être vraiment, vraiment différent dans leur approche de comment ils vont se présenter, puis comment ils vont être reçus. Alors, moi, je voulais peut-être vous donner 2 exemples. Un exemple où est-ce que, tu sais, j'ai été très bien reçue, puis une autre fois où est-ce que peut-être j'ai pas été aussi bien reçue, puis que c'est correct. Et dans dans les 2 situations. Alors, un exemple pour ça, c'est je suis une personne qui est très extravertie, un peu gênée, mais extravertie, qui aime bien parler aux gens, bien partager mes idées et bien être une personne autonome dans la salle, que ce soit en personne ou virtuellement. Si tu m'as déjà rencontré, c'est probablement ma personnalité est toujours pareille d'une chambre à l'autre, que ce soit virtuel ou en personne. Mais je peux dire que ça m'est déjà arrivé dans un emploi où est-ce que j'étais qui j'étais avec mon honnêteté puis ma sincérité et mon approche très authentique à moi-même. Puis ça n'a pas été bien reçu. C'était vu plutôt comme une personne qui essaie d'intimider, prendre la place, pas donner la chance aux autres. Puis malheureusement, c'était jamais mon intention. Alors, ça a créé une situation au travail. Puis peut-être que certains d'entre vous retrouvez dans cette situation là où est-ce que vous êtes dans une équipe, puis peut-être vous êtes quelqu'un qui veut vraiment participer, qui veut vraiment prendre un petit peu plus de place, mais peut-être c'est pas aussi bien reçu. Puis dans ce temps-là, je peux toujours dire qu'il y a 2 choses que tu peux faire. Tu peux toujours travailler sur les relations avec ceux qui peut-être vous reçoivent pas aussi bien, en les écoutant, en partageant vos propres valeurs, en essayant de vraiment voir où est-ce que vous avez des synergies. Parce que des fois, les gens réalisent pas que même si le début, c'est pas toujours bien reçu, que le milieu puis la fin peut être une différente histoire. Alors, tu sais, pour moi, j'ai décidé au lieu de prendre ça comme un insulte ou de voir ça comme un échec, j'ai travaillé sur mes relations. Est-ce que c'était une fin qui était vraiment une histoire magnifique? Non, mais ça a créé des belles relations. Alors, une réputation, c'est pas toujours, tu sais, d'être la personne superstar, number one dans la tête de tout le monde, mais plutôt être quelqu'un qui est capable de travailler sur des relations puis de travailler ensemble, même si c'est pas une relation amicale. Tu sais, des fois au travail, c'est plutôt des relations travail et non
amical. Alors, ta réputation peut être plus basée sur ça, que ce soit sur le professionnel. Il y a d'autres fois, comme je me retrouve en ce moment dans mon nouvel emploi, où est-ce que c'est très bien reçu d'avoir une personnalité comme la mienne, où est-ce que je peux partager ouvertement mes idées, que mes employés sont ouverts à ça, mes collègues aussi, que ce soit la haute gestion. Puis je pense qu'il faut quand même que ça va toujours rester pareil. Alors pour moi, ce que je m'assure de faire, c'est de m'assurer que, est-ce que vous m'entendez? Je regarde plutôt les panélistes. Ça a coupé, mais là, on t'entend. OK, super désolée. Je suis sur VPN. Alors, si vous connaissez le problème de VPN, c'est bien le cas. Merci beaucoup pour le commentaire. Alors, si jamais vous ne nous entendez pas, laissez-nous savoir pour répéter. Alors, pour moi, ce que je peux dire, c'est si vous vous retrouvez dans une situation où est-ce que vous avez une belle relation, vous avez une belle réputation, ça ne veut pas dire que vous devez arrêter de travailler. Ça veut dire que vous devez continuer à travailler sur votre réputation. Puis ça peut être fait à travers de différentes façons. Ça peut être fait à travers de prendre un projet, l'initiative, quelque chose qui vous intéresse, qui vous passionne, qui va peut-être vous connecter avec d'autres personnes qui sont intéressées dans les mêmes choses, qui peut monter votre réputation. Ça peut aussi faire partie d'une communauté de pratique. Alors, des fois, on n'est pas des personnes qui vont peut-être lever nos mains pour faire partie d'un petit groupe où est-ce qu'on a plein d'attention, mais peut-être des fois faire partie d'une communauté de pratique, c'est une bonne façon de montrer que vous êtes intéressé, mais peut-être pas la personne à choisir si ça vient comme des présentations. Collaborer, c'est toujours une bonne chose, mais moi, je suis une grosse personne parce que j'aime le réseautage, mais je préfère bâtir des relations. Alors, si jamais je communique avec toi, c'est très rare qu'on ne va pas se reparler ou qu'on ne va pas essayer de trouver quelque chose où est-ce qu'on a quelque chose en commun pour discuter ou pour grandir ensemble. Alors, moi, je trouve que les réputations, c'est vraiment basé sur les relations. Puis, tu vas trouver ça surtout si jamais tu dois essayer de trouver un nouveau emploi ou essayer de trouver un mentor ou un allié ou quelqu'un qui va faire un sponsor. C'est plus facile si tu bâtis des relations plus que si tu fais du réseautage. Je ne dis pas que du réseautage, c'est une mauvaise chose. Je suis juste en train de dire que par expérience pour moi, quand je veux changer d'emploi, quand j'ai besoin des bons conseils, quand je veux savoir qui contacter pour une certaine chose, un document ou une vision, je vais directement à mes relations. Je ne vais pas à mes contacts qui sont moins intimes. Je vois des personnes que j'ai bâti des relations puis qui veulent me voir évoluer puis réussir aussi. Puis que moi, je veux la même chose pour eux. J'espère que c'était assez cohérent. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de penser à 10 choses qui m'ont aidé à développer ma réputation, puis que je pense en bout de ligne, qui sont peut-être des bons conseils pour vous aussi, parce que des fois, c'est vraiment difficile. C'est comme, c'est quoi toutes les choses que j'ai besoin pour avoir une bonne réputation? Ben, je ne le sais pas, mais voici les miennes. Je vais les mettre dans le chat. Puis je veux juste passer brièvement un par un, mais je ne vais pas trop élaborer parce que je veux juste m'expliquer, parce que je ne veux pas que vous interprétez d'une certaine façon ou d'une autre. Alors, concentrez-vous sur le développement personnel. Alors, pour moi, une personne qui se présente, qui se connaît soi-même, ça paraît dans leur énergie puis dans leur présentation. Si tu veux travailler sur ton côté authentique, c'est de vraiment te connaître soi-même. Puis quand je parle de ça, je parle de où sont tes points forts puis tes points faibles, où est-ce que peut-être tu dois travailler. Comment est-ce que tu te retrouves dans une situation quand tout va bien? C'est quoi ta personnalité? Mais c'est quoi ta personnalité quand ça va pas bien? Tu sais, se connaître vraiment bien, c'est quelque chose qui est vraiment intime. Puis je me souviens une fois, j'ai parlé à quelqu'un qui est pas mal haut placé dans la fonction publique. Puis quand je lui ai demandé c'est quoi la chose la plus importante comme fonctionnaire qui veut devenir leader, lui, il m'a dit c'est le développement personnel. Alors, j'espère que ça, c'est quelque chose qui résonne avec vous parce que pour moi, c'est quelque chose qui peut des fois être très difficile, mais en bout de ligne, ça peut vraiment aider à votre réputation.
Établir des relations au lieu du réseautage, on en a parlé. Aborder des choses qu'on ne vous a pas encore demandé, ça, c'est prendre initiative. Puis ça peut être petit. Ça va peut-être pas dire, tu sais, essayer de développer une application pour tous les Canadiens. Peut-être c'est juste comment on pourrait créer un espace virtuel pour les employés dans mon équipe pour partager des situations de santé mentale qui vont pas super bien durant la pandémie. Tu sais, ça, c'est une vraiment belle initiative. Je vous ai donné un exemple, mais essayez de trouver quelque chose qui vous passionne, qui pourrait vraiment aider votre équipe à identifier des problèmes avec l'intention d'avoir un mindset pour les solutions. Alors, une bonne façon moi, je pense, de vraiment bien établir une réputation, c'est d'être quelqu'un qui se présente, qui dit, écoute, je vois qu'il y a des problèmes ici, mais j'aimerais ça participer aux solutions. Puis voici les solutions que je pense basées sur l'information que j'ai. Ça démontre que tu es capable d'avoir un peu plus de critical thinking. Tu penses vraiment à des solutions, mais que tu vois tous les problèmes, puis que tu peux identifier toutes les personnes qui font partie peut-être du problème ou qui sont affectées par le problème. Alors ça, c'est toujours une bonne chose aussi. Apprenez à accepter vos échecs. Je pense que ça, c'est une chose qui est tellement difficile. Puis je peux vous dire de façon personnelle, ça m'arrive plus souvent que les gens pensent. Puis même récemment, en 2021, tu sais, j'ai eu une pas mal grosse échec que moi, j'ai trouvé que c'était un échec. Alors, on peut peut-être dire que les échecs sont différents de l'une personne à l'autre. Mais ce que je peux dire, c'est que j'ai appris de cet échec-là. Puis j'ai commencé à me rebâtir, tu sais, de rebâtir sa confiance, de rebâtir ce qu'on est capable à redonner à notre collectivité, mais aussi à soi-même. Écoutez, ces gens, qu'est-ce que Brock a abordé, sois capable de prendre des critiques, parce que c'est toujours supposé d'être constructif, puis c'est pour t'aider. Puis, tu sais, des fois, les gens vont te donner des conseils, puis on doit les prendre. Puis des fois, les gens vont te donner des conseils, puis tu peux les relâcher. Ça, c'est correct aussi. Je pense que tu es ton propre maître, ta propre capitaine, ton propre capitaine. Ça, c'est vraiment important d'être capable de dire oui, je suis capable de prendre des critiques, puis oui, je suis capable de pas le prendre personnellement ou peut-être de pas le prendre. Parce que peut-être que des fois, les critiques viennent d'une différente place qui ne sont pas toujours pour aider les gens. Soyez cohérent, c'est vraiment be consistent. Alors, pour moi, une chose qui peut vraiment démarquer ta réputation, au moins quand c'est avec moi, c'est ta cohérence. Vraiment t'assurer que tu es à l'heure, que si tu me dis que tu vas faire quelque chose, tu vas le faire ou au moins tu vas faire un suivi puis tu vas me laisser savoir pourquoi tu as besoin de plus de temps ou si tu as besoin de l'aide. Alors, c'est vraiment d'être capable de démontrer que tu as des habiletés qui ne sont pas dans ton expertise, mais qui sont plutôt interpersonnelles. Puis la dernière chose, c'est l'humilité et la dignité jusqu'au bout. Alors, c'est vraiment important d'être une personne humble. Tu sais, ça va pas toujours être reçu comme ça, surtout quand on te demande d'être la personne qui est la plus connaissante ou une personne qui est capable de répondre à toutes les questions. Mais je trouve qu'il y a toujours une façon de se présenter de se présenter de cette façon-là. Puis d'être capable de dire non, je ne le sais pas, mais je peux trouver la réponse, ou peut-être je ne suis pas la meilleure personne pour le dire, ou je ne sais pas toutes les solutions ou toutes les réponses, c'est juste la réalité. Puis pour moi, c'est comme ça que je vais finir. Je connais pas toutes les réponses pour vraiment bâtir ta réputation. J'ai partagé un peu de mon histoire, comme celle de Brock. Puis ce que je peux te dire, c'est que avec quel genre de personnes les gens aiment travailler, avec le type de personne qui veut travailler avec les autres. C'est vraiment la première étape. Si tu aimes travailler avec les gens vont aimer travailler avec toi. Il faut juste commencer à bâtir cette relation-là. C'est tout pour moi, Andréane. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Jessica. Je vais faire une mention spéciale à ton côté accessible que tu as pris le temps de décrire ton image. J'adore. C'est vraiment une belle pratique. J'aime vraiment aussi le lien que tu as fait de dire qu'une réputation, c'est lié avec des relations. On dirait que j'avais jamais vu ça comme ça. C'est vrai que le côté réseautage, c'est utile pour avoir des contacts, mais c'est un peu éphémère vu que c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement garder à long terme. Il faut vraiment se focusser sur nos relations pour démontrer une certaine réputation.
Maintenant, Jennifer, j'ai une petite question pour toi. En fait, je vais juste sauter un petit peu. Je vais revenir à l'arrière, mais je vous encourage à aller chercher ce que Jessica a mis dans le chat. Allez chercher ses 10 points qui l'ont aidé à bâtir sa réputation. Gardez-le proche, je pense que ça peut être très utile. Donc, je reviens à toi, Jennifer. Qu'est-ce qu'on peut faire pour forger une réputation? Ça serait quoi tes trucs, tes astuces? Est-ce que vous m'entendez? Juste avant qu'on commence. Donc, je vais commencer juste aussi, je vais faire de la modélisation. Donc, je pense que ça fait aussi partie de bâtir un peu de sa réputation, c'est d'apprendre des autres. Donc, mon nom est Jennifer Thorne, mais j'utilise le pronom elle. Et la personnalité que Jessica a décrite tout à l'heure pourrait vraiment très facilement me décrire moi aussi. Pour ceux qui ne peuvent peut-être pas me voir, je suis la plus âgée du groupe. J'ai les cheveux blonds, un chandail multicolore. Je vais décrire que je travaille, j'appelle ça un GC Coworking parce que j'ai mon mari qui travaille juste derrière moi ici, j'ai un paravent derrière moi et lui aussi fait partie de la fonction publique fédérale. J'ai aussi des coéquipiers félins et canins qui viennent parfois aussi participer à mes rencontres. Donc, vous allez peut-être avoir l'occasion de les voir tout à l'heure ou de les entendre parce que ma très grande chienne, des fois, elle devient très excitée. Je me joins à vous aujourd'hui du Mont-Tremblant, qui est dans la très belle région des Laurentides du Québec, mais qui fait partie du territoire non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin. Et moi aussi, j'aimerais remercier le Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux et de m'avoir invité, puis à tout le monde de participer à cette discussion aujourd'hui. Et donc, moi, je vais faire le contraire de Brock. Je vais parler un peu plus de mon cheminement de carrière pour arriver un peu à comment se bâtir une réputation. Mais pour ce faire, je vais faire un peu du va-et-vient avec un peu de rétrospection, donc des flashbacks, si on veut, puis comment ça rapporte à la création d'une réputation. Donc, pour commencer, je suis au gouvernement depuis très, très, très longtemps. Puis, j'ai entamé une carrière au sein de l'appareil fédéral sans vraiment avoir une aspiration de travailler pour le gouvernement fédéral. Puis, je dis que j'ai vraiment une chance, puis je le dis une chance d'avoir comme premier boulot, c'est un programme d'emploi coopératif. Donc, j'étais dans le programme coop à l'Université d'Ottawa. Je suis une petite fille du Nouveau-Brunswick qui avait vraiment pas de connaissances. Oui, Brock, je viens de voir ta face, je suis une Brayonne. Donc, les gens ont une expérience de différentes régions du Nouveau-Brunswick aussi. Mais j'étais quelqu'un qui s'était joint avec cette expérience coop-là. Vraiment, je n'avais pas un bagage de connaissances sur comment fonctionnait le gouvernement ni l'administration publique. J'étais juste vraiment une petite fille qui étudiait en commerce, en ressources humaines, puis qui avait une job qui semblait intéressante à travailler avec les jeunes. Donc, mais dans cette occasion-là, j'ai eu la chance de contribuer à la formation et l'établissement du premier réseau des jeunes. Donc, ça vous dit combien de temps que ça fait que ça fait très, très longtemps. Mais c'était au ministère qui s'appelait dans le temps Développement des ressources humaines Canada. Mais c'est un réseau qui s'appelle Imagine, qui est encore en existence aujourd'hui. Et puis, depuis ce temps-là, on a vraiment vu une très, très, très grande expansion de ce type de réseau et de collectivités qui sont là vraiment à l'appui des employés dans des diverses fonctions et différentes communautés à travers la fonction publique. Aussi, au début de ma carrière, j'ai eu l'expérience de travailler avec la campagne de charité en milieu de travail. Donc, le GCWCC en anglais, si vous connaissez. Mais même je suis une personne qui déteste quêter, puis je voyais vraiment quand on m'a demandé de faire cette expérience-là, je me disais, oh my God, je vais travailler pour voir que j'ai demandé de l'argent au monde. Mais honnêtement, autant que cet aspect-là, je l'avais trouvé difficile, ça a été une excellente occasion, de comprendre la campagne de charité qui est vraiment très importante pour la fonction publique fédérale, puis la contribution que ça peut donner à nos communautés. Mais aussi, ça m'a permis de rencontrer, je travaillais encore dans ce très grand ministère-là avec des dizaines de milliers de personnes, mais ça m'a permis de rencontrer des gens dans plein de différents secteurs que je n'aurais jamais côtoyés autrement. Donc, je vais donner ces deux exemples-là d'expérience spécifiquement parce que je pense vraiment que ma participation à des réseaux, puis pour utiliser la terminologie à Jessica, qui m'a permis de bâtir des relations, a vraiment été essentielle à comment j'ai bâti ma réputation et mon succès. Donc, premièrement, quand j'ai eu des enjeux ou des problèmes, surtout quand je suis devenue gestionnaire, puis j'avais à faire des finances puis des ressources humaines, quand j'avais un enjeu puis je ne savais pas de la réponse ou j'avais un problème,
j'avais des gens à qui je pouvais aller cogner à la porte ou téléphoner pour demander de l'aide. Puis parce que j'avais bâti une bonne relation avec ces gens-là, ça l'ouvrait des portes beaucoup plus facilement que si j'avais juste essayé d'appeler quelqu'un avec qui j'avais jamais entretenu de relation. Aussi, le fait que j'ai fait des efforts pour bâtir des relations, je pense un peu comme Brock, toute ma carrière, j'ai bougé souvent de ma carrière, mais chaque fois que j'ai bougé, ça a été à travers de contacts. J'ai jamais fait de processus. Puis encore, j'ai compétitionné à l'intérieur pour monter, mais vraiment, pour ouvrir les portes, c'est toujours à travers de contacts que j'ai été capable de bouger. J'avais vu une question aussi dans les questions par rapport à comment on peut faire ça de façon virtuelle. Je vais être honnête avec vous que, tu sais, moi, dans mon temps, c'était beaucoup dans le personnel. J'ai couru beaucoup de 5 à 7, j'ai pris beaucoup de café avec des gens dans le temps que j'habitais à Ottawa avant. Mais maintenant, je trouve que c'est tellement fantastique parce qu'on a tellement, avec les outils qu'on a à notre disposition, là, on peut connecter avec n'importe qui, n'importe où au pays, même à l'international, on est capable vraiment de parler avec des gens, d'échanger. Puis je pense que les gens ont besoin de connexion, puis il y a beaucoup d'ouverture à cet effet-là. Donc, je pense que le virtuel donne vraiment beaucoup plus d'occasions, puis aussi non seulement juste pour des petites interventions, puis apprendre à connaître, mais aussi pour vraiment avoir des contributions. Donc, je vais dire, par exemple, de s'impliquer, d'avoir une micro-mission. Je pense que le virtuel donne des occasions d'emploi plus formelles, si on veut. Donc, je voulais juste faire une petite bémol là-dessus là, parce que quelqu'un avait posé la question dans le chat. Je suis fière de dire que je pense à peu près une douzaine d'années après d'avoir contribué à la création d'Imagine, dans le cadre d'un poste dans un autre ministère de l'École de la fonction publique, on m'avait demandé d'être championne du réseau des jeunes. Donc, je me suis dit, OK, là, j'ai eu du succès. Là, j'ai passé de celle qui nourrissait à celle qui était championne. Puis c'est ça, donc je suis maintenant au bureau du conseil privé depuis 2015 et au renouvellement de la fonction publique depuis 2018. Puis je pense vraiment que honnêtement, mon réseau et ma compréhension des écosystèmes, si on veut, du gouvernement, vraiment m'ont permis à accéder au poste à lequel j'occupe aujourd'hui. Donc, conseils, moi j'ai des conseils, mais je les ai mis un peu partout. Mais donc, le premier, c'est vraiment, je vais appeler ça du parascolaire, le extracurricular. Je le recommande fortement à tout le monde. Donc, pas juste de faire ce qui est dans votre job, dans votre description de poste. Pensez à ce que vous pouvez faire au-delà de ce que vous avez dans votre description de job. Aussi, je veux revenir encore au début, plus tôt dans ma carrière, j'avais eu vraiment la chance de participer ou une invitation à aller à un événement, encore quelque chose que j'avais appris à travers de mon réseau, de mes contacts, pour aller écouter le greffier du conseil privé donner un discours. Puis c'est là que la première fois que j'avais vraiment comme eu vent des initiatives qui parlaient du renouvellement de la fonction publique. À ce moment-là, ça s'appelait la relève. Puis, je trouvais ça intéressant parce que le greffier à ce moment-là, puis lui, juste avant, ça avait été deux de mes anciens sous-ministres que j'avais vus, tu sais, puis j'ai entendu parler. Mais sinon, pour moi, le greffier, j'avais aucune idée c'était quoi. Comme le bureau du conseil privé, je ne savais pas c'était quoi. Mais c'est là que j'ai vraiment, en écoutant cette personne parler, à expliquer, tu sais, tout l'environnement, puis les responsabilités, puis le mandat de la fonction publique que j'ai fait comme wow, moi, je savais dans quelque chose d'important. Puis c'est de là que je pense que je suis sortie, puis je suis retournée au bureau, j'avais imprimé le rapport du greffier, puis je suis devenue la personne qui, dans l'autobus, genre, je lisais le rapport du greffier, puis je surlignais toutes les parties importantes. Puis c'est vraiment une des raisons pourquoi j'étais vraiment très heureuse de venir travailler au secrétariat du renouvellement de la fonction publique parce que j'avais eu auparavant la chance de travailler sur quelque chose qui s'appelait Objectif 2020, Blueprint 2020. Puis, quand que je me suis joint à l'équipe du renouvellement de la fonction publique, j'étais un peu critique à l'idée parce qu'on dit on va renouveler le renouvellement. Puis, je disais, ben, pourquoi? Tu sais, c'est comme, on le fait déjà, tu sais, pourquoi il faut renouveler? Mais j'ai compris que, tu sais, ça prend des efforts continus. Et ça doit être délibéré pour vraiment orienter la fonction publique parce qu'on est une grosse machine de presque 300 000 employés. Puis je pense que chacun de ces 300 000 employés-là, on a toute une obligation, on devrait sentir une certaine obligation d'avoir à cœur de laisser nos organisations en meilleur état qu'on l'a trouvé. Donc, si vous n'êtes pas familier avec l'agenda actuel de renouvellement, ça s'appelle Au-delà de 2020. Puis je pense que je vais peut-être juste demander à Marc-André si tu peux mettre la diapo, juste pour que ça soit visuel pour tout le monde. Mais Au-delà de 2020 parle d'une fonction qui est publique, qui est plus agile, inclusive et outillée.
Puis, la collaboration est vraiment essentielle et au cœur de Au-delà de 2020. On travaille de près avec les communautés et les réseaux dans l'atteinte de nos objectifs en matière de renouvellement. Puis malgré le fait qu'on est situé au bureau du conseil privé, puis si vous ne connaissez pas le bureau du conseil privé, on est essentiellement le ministère qui appuie le premier ministre, donc on est une des agences centrales. Mais ce n'est pas juste le fait qu'on est à PCO, c'est vraiment le temps et l'énergie qu'on met à nourrir et à entretenir les relations avec les collectivités, les groupes d'employés, qui nous permettent vraiment de cibler nos efforts et d'atteindre des résultats positifs. Je pense vraiment qu'il n'y a aucune raison de travailler en silo et de ne pas partager l'excellent travail que chacun et chacun d'entre nous réalise. Puis une autre chose que j'ai appris dans plusieurs de mes emplois, que c'est vraiment très, très, très facile de dupliquer du travail à travers les 300 000 employés. Donc, on vraiment devrait essayer de veiller à tout prix d'éviter la duplication parce qu'on a des ressources limitées qui proviennent des contribuables canadiens, puis on a la responsabilité d'en faire une utilisation judicieuse. Donc, mon deuxième conseil, c'est de lire le rapport annuel du greffier parce que vous y trouvez sans doute de l'inspiration sur toutes les choses que font la fonction publique, puis aussi de vous familiariser avec les grandes priorités et orientations de la fonction publique. Troisièmement, les normes numériques. Donc, peut-être pour la prochaine diapo, Marc-André, merci beaucoup. Donc, les normes numériques sont aussi un élément clé de la direction future du gouvernement. Puis, je suggère que vous familiarisez avec celle-là aussi. Vous y verrez encore une fois l'importance de collaborer et de travailler ouvertement. Puis, peut-être une petite astuce ici. J'espère, du moins, que tout le monde a une entente de rendement avec un plan d'apprentissage. Vous devriez en avoir un, tout de moins. Puis je dirais que la liste des normes numériques pourrait être vraiment une excellente piste si vous cherchez des choses à développer. Donc, peut-être essayer de choisir des choses là-dedans sur lesquelles vous voudriez travailler, puis peut-être poursuivre de l'apprentissage. Donc, vous allez voir de travailler de façon digitale et numérique. Puis quand on parle aussi de la façon digitale et numérique, on n'a pas parlé beaucoup aussi de se créer une image aussi en utilisant le numérique et les médias sociaux. Mais c'est une autre dimension qui est très, très importante. On est des bons fonctionnaires qui doivent tous respecter le code de valeurs et d'éthique, bien sûr. Il y a des façons d'utiliser les médias sociaux pour vous faire une réputation, bonne ou mauvaise. Donc, je pense que c'est ça. Je pense qu'un conseil, c'est vraiment faire attention puis de réfléchir à quelle plateforme que vous voulez utiliser, à quelle fin. Moi, je vous dirais que je suis présente professionnellement sur LinkedIn puis aussi un peu sur Twitter. Mais j'utilise les plateformes plutôt, moi, pour trouver l'info, voir ce qui se passe dans le système, garder un œil, garder le pouls. C'est moins pour moi de faire ma promotion professionnelle, mais c'est plus parce que j'ai pas souvent de l'inspiration de choses que je voudrais partager, donc je prends plutôt l'inspiration des autres. Et c'est à chacun et chacune. Je sais qu'on a des collègues qui sont excellents à aller inspirer, à aller engager, mobiliser pour des discussions, donc c'est des choses que vous pouvez considérer de faire aussi. Puis je dirais aussi, dans toute l'optique de penser, à réfléchir de qu'est-ce qu'on met dans la façon qu'on communique. Les médias sociaux, puis les réputations peuvent être un outil qui sont utilisés par les gestionnaires. Fait qu'on parlait tout à l'heure des façons que les gens se replacent ou se placent, mais ça peut être aussi, moi, il y a des fois où est-ce que j'ai eu un beau CV, puis j'ai allé voir, fait des petites recherches sur Internet, j'ai dit, je ne suis pas sûre que c'est le type de personne que je voudrais avoir pour représenter mon équipe. Donc, mon troisième conseil ici, puis cela le trois comme sous-composantes qui se rejoignent. Donc, premièrement, je dirais, pensez à la façon dont vous travaillez, le langage que vous utilisez, comment les gens se sont sentis après de vous avoir côtoyé, soit dans une rencontre, dans une équipe ou sur un projet. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi, là, vous avez vu tout à l'heure le inclusif, de Agile inclusif et outillé de Au-delà de 2020, mais l'inclusif, c'est vraiment une question d'essayer d'amener toutes les perspectives à la table, de ne pas toujours aller chercher l'information des mêmes personnes. On parle de go talk to the unusual suspects. Parfois. Donc, c'est une des choses aussi de penser, puis de s'assurer quand vous êtes à une table qu'on laisse la chance à tout le monde de prendre la parole, que je pense Brock et Jessica, les deux ont parlé de modifier selon les audiences avec qui vous parlez. Puis, relié à ça, je dirais, je vous encouragerais
à lire l'appel à l'action en faveur de la lutte contre le racisme, de l'équité, de l'inclusion et de la fonction publique du Canada, parce qu'on a vraiment tous un rôle de leadership à jouer pour contribuer à une fonction publique qui est plus inclusive et représentative. Puis je pense qu'il y a des choses dans nos façons de faire, puis moi, je le reconnais que ma façon d'opérer des fois peut-être permettent pas toujours l'inclusion. Donc, c'est un effort conscient de s'informer aussi, de pratiquer des choses pour être en mesure d'avoir une meilleure ouverture et une inclusion de ce côté-là. Puis, relié encore à ça, chercher de la rétroaction, non seulement de votre superviseur, mais aussi de vos collègues et de vos partenaires à l'intérieur et à l'extérieur de vos équipes. Puis, je pense aussi, je ne l'avais pas mis, mais là, je l'ai rajouté suite à Brock et Jessica, la réflexion personnelle. Donc, c'est de prendre le temps de réfléchir sur vos façons de faire et tout ça. Donc, là, je vais en arriver au dernier conseil. Je vous encourage, je vous pose la question un peu, connaissez-vous les lettres de mandat de vos ministres? On a la chance vraiment, puis c'est dans les dernières années que ces lettres de mandat-là sont devenues publiques. Les lettres sont vraiment clés pour déterminer les priorités de votre ministère et sur quoi votre réussite, celle de votre patron et du patron de votre patron, sera évaluée. Donc, si vous ne l'avez pas lu encore, je vous encourage fortement à le faire, peut-être même dès aujourd'hui. Même chose sur le plan ministériel de votre ministère et le rapport sur les résultats ministériels. Puis aussi, je vous encourage à vous assurer que vous êtes familier avec les lois et les politiques qui s'appliquent à votre travail. Parce que ça, pour moi, quand je passe un peu à ma réputation, je passe à mes premières années de travail, je réalise à quel point que je n'étais pas au courant, je n'avais pas vraiment d'idée à quel point que je n'avais pas d'idée sur comme plein des choses qui étaient importantes à mon environnement. Je dis en anglais, I didn't know how much I didn't know. Donc, c'est un peu comme, si tu joues au hockey, de savoir c'est quoi les règles du match avant d'embarquer sur la glace, si tu veux bien appuyer tes coéquipiers puis pas travailler à contre-effort contre eux. Donc, c'est mon dernier conseil. C'était une question d'être curieux, de chercher des occasions à mieux connaître votre environnement, que ce soit votre équipe, votre direction générale, votre communauté, votre ministère. Je pense que le mieux que vous connaissez votre environnement, le mieux que vous êtes en mesure de conseiller, de collaborer et de contribuer. Donc, je vous encourage à participer activement, de ne pas rester avec votre micro ou votre vidéo fermée, de vraiment d'être présent. Puis ça revient à mon conseil numéro 1, que dans mon expérience, je pense que les meilleures occasions de développer sa réputation sont à travers des contributions qui ne sont pas nécessairement celles qui sont dans votre description de travail. C'est tout ce qui est autour de ça. Donc, c'est peut-être je conclurai là-dessus. Je suis tellement d'accord avec tout ce que vous avez partagé, Jennifer aussi, là, wow, je suis tellement d'accord sur le fait que les comités, les réseaux, c'est le fun aussi d'aller chercher de l'expérience-là. Les réseaux sociaux aussi, c'est le fun pour aussi en apprendre davantage sur les autres ministères, ce qu'ils vont partager, des belles ressources, on veut en apprendre davantage pour être une personne complète. Là, j'ai ajouté plein de pages à mes favoris de choses à aller lire. Le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux ont une page sur plan de carrière pour les ressources de la session. Donc, j'imagine que ça va être partagé là. Marc-André, tu me confirmeras dans les commentaires. Il y a des belles ressources que Jennifer a partagées puis que j'avais fait le devoir d'aller consulter pour en apprendre davantage. Merci tellement, j'ai appris plein de choses. On est déjà rendu à la prochaine partie où l'équipe du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux ont prévu des questions pour vous. Pendant qu'ils vont répondre, n'hésitez pas à utiliser la fonction de questions et réponses pour poser vos propres questions. Ça va être à votre tour d'animer la séance à la suite de cette section. Donc, pour lancer le bal, on va débuter par la première question qui va être pour Jennifer. Est-ce que tu es consciente de ta réputation, Jennifer? Oui et non. Je pense, je raconterai peut-être une histoire. C'est drôle parce que j'ai eu l'occasion à un certain moment, je ne sais pas, ça fait exactement combien de temps, mais je parlais tout à l'heure de Imagine, le premier réseau des jeunes. Auquel j'avais contribué. Puis j'ai été invitée, ils célébraient un anniversaire. Je pense que c'est peut-être le 10e anniversaire. Puis ils ont invité tous les fondateurs à revenir à une célébration pour marquer cet anniversaire-là. Puis j'ai réalisé à quel point que les gens étaient reconnaissants. Puis nous, comme on était les founding parents, les founding members.
Puis, donc, c'est là que je me suis dit, hey, on a vraiment fait quelque chose d'important. Je n'avais pas réalisé jusqu'à ce point-là l'impact que cette expérience-là, elle avait eu, puis comment que ça s'était répandu. Puis là, maintenant, je réfléchis parce qu'il y a des gens qui étaient là, qui sont des gens avec qui que je côtoie maintenant, puis qui sont rendus à des échelons plus supérieurs aux miens. Puis je me dis, hey, tu sais, peut-être que vraiment, cette petite affaire-là, ça a donné un coup de pied dans le bon sens à ces gens-là. Donc, je dirais que ça, j'ai eu un petit peu, tu sais, c'est un peu une ouverture à cet égard-là quand j'avais participé à cet événement-là. Mais je dirais sinon, la façon que je pense, que je suis perçue aussi que je suis une personne assez authentique, vraiment très positive, puis parfois trop. Puis que je suis une personne qui est très travaillante, qui comprend bien le fonctionnement du gouvernement. Quelqu'un qui aime l'humour puis qui aime ça avoir du plaisir. Donc, c'est quelque chose que je pense que les gens peuvent apprécier ou non, encore une fois. Mais aussi, tu sais, j'ai été une personne, j'ai décidé de déménager à Mont-Tremblant. J'étais auparavant dans la région de la Capitale-Nationale. Donc, pendant plusieurs années, mais j'ai décidé, moi et mon mari, on a fait le choix de déménager ici puis de faire des démotions pour être capable de travailler virtuellement à temps plein, à distance. Donc, je suis aussi la personne qui a pris une démotion puis qui a un peu, tu sais, qui par principe croyait vraiment au potentiel du virtuel. Donc, je pense aussi maintenant, c'est un peu ma réputation. Donc, mais je ne sais pas qu'est-ce que les autres pensent. Puis je sais qu'il y en a d'autres. Je me dis, je dois avoir une pas pire réputation. Ça m'a invité à venir aussi faire partie du panel avec Jessica puis Brock aujourd'hui en espérant qu'ils ne m'ont pas invité pour dire voici toutes les choses à ne pas faire. Moi, je suis complètement d'accord. On s'est déjà rencontrés. Jennifer était venue à une rencontre du comité que je co-préside, si on veut. Puis c'est moi qui ai fait une mauvaise impression. J'ai comme oublié de l'inviter à la rencontre. On s'est repris, mais j'ai adoré découvrir sa personne. Je peux juste dire du positif. Ma prochaine question, c'est pour Brock. Comment toi, tu as découvert ce que les autres pensaient de toi? J'en ai touché brièvement quand j'ai partagé ma partie un peu. Je veux dire, ça, c'est les exemples un peu plus flagrants, si tu veux, de comment on découvre comment les autres nous perçoivent. Puis, je veux dire, je pense que c'est plus une question de perception aussi, dépendamment comment on agit, là. C'est quelque chose que je regarde de façon, je dirais, continuelle. Puis, je m'explique un peu là-dessus. J'essaie de regarder les réactions. J'essaie de regarder la façon que les gens interagissent avec moi pour avoir une idée si que cette interlocution, si tu veux, est en train d'avoir un impact positif sur la personne ou si c'est en train d'avoir une valeur ajoutée. Donc, tu peux lire le verbal, le non-verbal. Le non-verbal est peut-être un peu plus difficile ces jours-ci, mais on est quand même capable de voir si on a l'attention de l'audience. Au point de vue des collègues, un bon barème que j'utilise, c'est si que les gens viennent à moi et me posent des questions et bondissent des idées sans me demander ou sans préavis. Donc, pour moi, ça me donne une idée. OK, ces personnes-là ont une certaine confiance dans la façon que j'interagis avec eux. Alors, pour moi, c'est une relation que ça va bien, que je n'ai pas nécessairement besoin il faut que je travaille là-dessus, mais il ne faut pas que je travaille trop là-dessus. De l'autre côté, si j'ai des collègues que j'entends parler si souvent, ça me donne un peu un signal que c'est peut-être le bout de mon jardin que je dois semer un peu plus, ou plus arroser, ou plus donner du soleil. Donc, habituellement, le silence, je n'oserais pas nécessairement dire c'est toxique, mais le silence, c'est un peu comme l'exclusion, si tu veux, de temps en temps. Donc, j'essaie de prendre un effort de rejoindre ces gens-là. C'est clair, la rétroaction plus directe, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Au point de vue de mes clients puis mes collègues, encore une fois, c'est comme je disais tantôt, tu veux être quelqu'un que les gens qui veulent entendre qu'est-ce que tu veux leur dire, puis que ce soit une valeur ajoutée à leur quotidien. Alors, si jamais que je m'aperçois qu'un message que j'essaie de transmettre n'est pas bien reçu, je pose la question à la personne. Y a-t-il une autre façon qu'on peut communiquer pour s'assurer ou y a-t-il quelque chose d'autre que tu as besoin pour être en mesure de
d'avoir des interactions de plus valeur ajoutée avec moi. Puis comme ça, habituellement, tu es capable de trouver le juste milieu là-dedans. Donc, juste faire le tour de ça. Oui, tu as le feedback direct qui peut venir de tes collègues, de tes superviseurs, de n'importe qui d'autre, des clients si tu veux. Ils sont plutôt rares parce que c'est pas tout le monde qui vraiment je dirais qui a la volonté de vouloir de comme dire des vérités qui choquent un peu de temps en temps. Mais je pense pour moi, c'est vraiment regarder c'est quoi les signes un peu plus non apparents, si tu veux, pour juger c'est quoi comment les gens perçoivent la façon que tu interagis avec eux. Je pense que ça résume bien être à l'écoute de tous les petits signes qui peuvent nous arriver. Là. C'est ça qui va nous permettre de voir quelle est notre réputation ou qu'est-ce que les gens pensent de nous. Merci beaucoup. Jessica, si on n'est pas sur les médias sociaux, comment on peut influencer notre réputation et se bâtir une certaine image? Très bonne question. Je pense que les réseaux, je dois dire, c'est vraiment un outil. C'est pas vraiment le seul moyen de créer et de maintenir ou de changer sa réputation. Je me suis écrit des petites notes pour vous donner des recommandations. Tu sais, il y a beaucoup de communautés de pratiques et de groupes où est-ce que vous pouvez investir votre temps. Tu sais, Jennifer elle a fait tellement un bon point. Les activités parascolaires ou qui ajoutent à votre travail, ça va vraiment vous aider à élargir votre réseau et de créer plus de relations en dehors de votre propre équipe. Alors ça, c'est super important. Puis moi, je dis toujours, tout le monde devrait au moins faire partie de 2 communautés de pratique qui vous intéressent. Tu sais, pour moi, je suis chef d'une de mes communautés de pratique, alors en éthique de recherche. Alors ça, c'est quelque chose qui est super important pour moi. C'est bien de savoir qui d'autres dans la fonction publique ont la même passion que moi dans ce contexte-là. Puis des fois, je participe dans un groupe. Alors moi, je fais partie, je me souviens plus du nom en français, mais c'est le Anti-Racism Ambassador Network. Alors ce groupe-là, c'est super important pour moi parce que c'est comme ça que je choisis mes emplois. Je veux m'assurer que l'environnement où est-ce que je vais me retrouver, c'est une place où est-ce qu'il y a de la diversité, l'inclusion et l'accessibilité. C'est vraiment, ça fait partie de non seulement qu'est-ce qu'on offre aux Canadiens, mais aussi l'équipe telle quelle. Alors, les communautés de pratique, c'est vraiment une belle façon de le faire. Je peux vous dire d'aller sur GC Connect et GC Collab, mais pour moi, ça ne fonctionne pas toujours. C'est une bonne façon de trouver des groupes. Alors, si jamais vous êtes au début d'essayer de créer une réputation dans la fonction publique, je vous encourage fortement d'utiliser ces réseaux-là. Aller à des présentations et des sessions, puis poser des questions. Puis je sais, des fois, ça peut être un peu intimidant, mais des fois, c'est une vraiment belle façon de commencer à se faire reconnaître un peu dans le contexte qui vous intéresse ou qui vous passionne. Puis moi, je trouve que même moi, des fois, tu sais, j'ai eu de la difficulté de poser des questions parce que je pensais peut-être que je n'étais pas assez une experte ou que ma question passerait pas aussi bien que je le penserais, mais c'est l'effort qui compte aussi. Tu sais, si tu veux faire partie d'une conversation ou si tu veux faire partie d'un groupe, faut des fois se mettre un peu en dehors de son confort. Puis là, un autre truc que moi, je fais personnellement, alors si tu n'es pas sur Twitter ou si tu n'es pas sur LinkedIn, essaie de contacter la personne directement. Puis pour moi, j'aime toujours quand les gens me connectent par courriel. Des fois, ça m'arrive que c'est à travers du travail que je fais en parallèle avec le travail que j'ai en ce moment. Alors, je donne des sessions sur le trauma, puis sur les approches qui tiennent en considération les traumas. Alors, des fois, je vais avoir des questions à travers de différents fonctionnaires qui me contactent sur ça. Ou des fois, c'est les présentations que je fais dans l'école de la fonction publique. Alors, pour moi, des fois, si quelqu'un m'envoie un courriel, la première chose que je vais faire, c'est je vais voir s'ils sont sur Twitter puis LinkedIn. S'ils sont pas, c'est correct. Mais je vais dire que c'est toujours une bonne façon de bâtir des relations sur la thématique. Alors, je donne toujours ce feedback-là à des personnes qui me contactent directement. Est-ce que c'est tout le monde qui va répondre à tes courriels? Probablement pas, mais ça, c'est correct parce que la plupart du temps, ils vont répondre. C'est une minorité où est-ce que les gens, des fois, ils n'ont pas assez de temps, leur emploi est trop occupé ou c'est peut-être juste pas leur bon contact. Alors, moi, je pense que tu n'as pas besoin des médias sociaux,
mais ça l'aide beaucoup. Même si t'es pas quelqu'un qui est actif, comme Jennifer, elle a fait un bon point, tu sais. Elle va sur Twitter pour trouver de l'information. Moi, je vais sur Twitter pour mettre des commentaires, pour voir les réactions ou pour être quelqu'un qui a une grosse croissance sur un de ces points. Tu sais, pour moi, c'est beaucoup la diversité, l'inclusion, le design avec les citoyens. Alors, tu vas me voir utiliser mes tweets, pas pour provoquer des sentiments qui sont mal, mais plutôt pour commencer une conversation. Puis ce que je peux dire, c'est il y a des personnes qui ont des très bonnes réputations qui sont pas sur Twitter. Puis un exemple de ça, c'est moi, ça fait 1 an que je travaille avec un autre chercheur dans la fonction publique sur une session qu'on a développée ensemble. Puis c'est lui qui m'a contacté directement. Il m'a dit, j'ai entendu à travers d'une autre personne que tu travailles sur ça. Moi, j'ai une perspective sur les communautés autochtones, alors on peut se travailler ensemble. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de se démarquer, mais c'est parce qu'ils prennent le temps de se mettre à l'extérieur de leur confort. Alors, comme put yourself out there. La pire chose qui peut arriver, c'est quelqu'un dit non merci ou c'est pas le bon temps. Alors oui, bonne chance si tu décides de ne pas utiliser les médias sociaux. Puis si tu vas les utiliser, assure-toi de bien lire les valeurs et éthiques qui sont offertes à tous les fonctionnaires. Tu sais, moi, je peux dire que oui, je dis des choses, puis Jennifer va peut-être dire que c'est vrai. Des fois, je dis des choses qui sont un petit peu plus risquées, mais sont toujours dans le cadre de valeurs et d'éthique. Parce que ça, c'est vraiment important. À la fin de la journée, il y a des personnes qui nous c'est les Canadiens qui paient pour nos salaires, puis pour tous nos programmes, puis on est toujours on blast. On est toujours susceptible à quelqu'un qui prend un de nos tweets, qui le prend d'une mauvaise façon, puis là, ça peut créer une situation. Alors, fais attention si jamais tu utilises les médias sociaux. C'est vrai que c'est un bon moyen de se faire découvrir via les médias sociaux, mais c'est important aussi de parler et de faire. Donc, dans un milieu de travail aussi, une réputation, ça se bâtit par ton efficacité à remettre un projet, ton efficacité à collaborer, comme elle disait un peu Jennifer. C'est très large, mais effectivement, c'est un bon... moi, j'aime beaucoup les médias sociaux pour voir et démontrer qui je suis, mais faut faire... Pour la réputation, c'est important de livrer son travail parce qu'on est surtout dans un cadre professionnel. Merci, Jessica. On va passer maintenant aux questions du public. Il y en a plusieurs. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser la fonction questions et réponses au bas de votre écran. Vous pouvez aussi voter pour les questions que vous aimez en utilisant le petit pouce en l'air. Donc, je regarde en ce moment les questions en fait qui ont été posées. Puis je vois qu'il y en a une très populaire de José qui demande comment trouvez-vous la vie virtuelle quand ça vient à vous? Mon chat a une mauvaise réputation de me déconcentrer, me déranger. Je m'excuse. Donc, je reprends. Comment trouvez-vous la vie virtuelle quand ça vient à développer votre réputation? Je vous laisse, première personne qui veut se saucer sur cette question. Je peux peut-être me lancer là-dedans pour commencer. Jennifer l'a touché un peu pendant ses expériences qu'elle était genre de pionnier, si tu veux, de vouloir se créer des occasions dans le monde virtuel. Puis, j'en ai pas trop parlé au début, mais c'est quelque chose, moi, j'ai quand même réussi à faire un peu de ma carrière, genre d'avoir des emplois qui sont traditionnellement dans la région du Capitale-Nationale du Nouveau-Brunswick. Donc, disons, avec la pandémie, on a quand même plusieurs outils puis plusieurs occasions de pouvoir se connecter à des gens qu'on n'aurait peut-être pas eu accès au préalable. C'est sûr, c'est pas nécessairement parfait en termes d'interaction interpersonnelle, mais c'est quand même, il y a des avantages. Donc, tu sais, je pense que l'importance dans ça, c'est si on regarde les commentaires que Jessica, Jennifer et moi-même de moyenne partie ont partagé au cours de la dernière heure, tu sais, ça nous donne l'occasion d'avoir des dialogues et des interactions qui ont peut-être certaines valeurs ajoutées avec des gens clés dans notre carrière. Se créer des liaisons, des partenaires dans notre sphère de travail ou dans les autres
les autres communautés pratiques qu'on pourrait faire partie. On est capable de se créer des liaisons et des relations de cette manière-là. Alors, disons quelqu'un qui cherche à créer une réputation plus approfondie avec tous les différents joueurs qui transigent avec de façon jour à jour, l'occasion en or. Tu sais, comme par exemple, même pendant la session, j'ai eu quelques personnes qui m'ont messagé me demandant s'ils pouvaient me jaser après la session à un moment donné pour parler de divers sujets. Alors, c'est des forums comme ceci qu'on commence à ouvrir des portes qu'on n'aurait pas eu au préalable. Puis, pour moi, c'est magnifique parce qu'on a quand même 300 000 400 000 fonctionnaires qu'on peut s'appuyer là-dessus. C'est clair aussi qu'on appelle chacun d'entre eux. Là, notre travail va en souffrir un peu. Mais tout blague à part, ça nous donne accès à beaucoup de personnes qu'on est capable de vraiment avoir des conseils puis vraiment aider à se bâtir comme professionnel de la fonction publique. Puis juste pour ajouter sur le commentaire de Brock, vraiment important de l'incorporer dans ta semaine. Je pense que c'est toujours important d'avoir des cafés virtuels avec des gens qui ont peut-être les mêmes intérêts que toi ou pourraient t'apprendre quelque chose de différent. Puis quand je parle de t'apprendre quelque chose de différent, je pense qu'on vit dans un temps très important où est-ce qu'on devrait être capable d'avoir des conversations difficiles. Alors, si tu es quelqu'un qui est comme j'aimerais ça être un allié de cette communauté ou j'aimerais ça faire ça et ça, il faut parler à cette communauté. Puis il faut commencer à créer des relations puis être capable d'avoir certaines conversations en dehors des sessions ou des conférences. C'est vraiment d'être capable d'avoir du one-on-one ou se créer des petits groupes où est-ce que tu peux avoir un petit peu plus d'intimité dans des conversations. Alors, si tu peux l'intégrer, je suggère de faire ça. Pour moi, je trouve que c'est un peu plus facile de le faire maintenant parce que je peux l'intégrer puis j'ai pas besoin de me déplacer pour un café. On peut le faire virtuellement. J'aime ça être en personne. J'adore ça rencontrer des gens. Puis j'aime ça animer mes propres ateliers en personne. Mais je trouve que le virtuel m'a vraiment permis durant la pandémie de rencontrer des personnes que j'aurais jamais rencontrées, qui ont peut-être les mêmes passions puis les mêmes convictions que moi. Puis si jamais tu es comme j'aime parler à cette personne-là, tu peux demander à la fin d'une conversation, est-ce que c'est correct si je pourrais nous refixer un rendez-vous dans quelques mois? Puis là, tu commences à fixer ça, puis tu as quelque chose un petit peu plus régulier dans ton calendrier. Moi, j'ai beaucoup de personnes avec qui j'aime bâtir des relations avec eux, puis j'ai déjà un reoccurrence. Alors, je les rencontre à chaque 5 semaines ou à chaque trois mois, puis ça me fait du bien. Alors, moi, je trouve que c'est un petit peu plus facile de le faire virtuellement. Puis aussi, juste pour vous laisser savoir, si tu es une personne qui est un peu plus gênée, virtuel, ça va être beaucoup plus facile. Demander à quelqu'un pour un café de 20 minutes, c'est plus accessible que si tu passes en personne puis tu demandes à, par exemple, un DG s'ils peuvent avoir un café avec toi pour un 30 minutes. C'est plus facile de trouver, de le faire virtuellement. Puis, j'ajouterais peut-être aussi, j'ai tellement d'idées, de choses que je pourrais en parler pendant vraiment longtemps, mais je voulais juste peut-être embarquer sur la question de l'authenticité dans la question qui a été posée parce que pour moi, je trouve qu'on a eu tellement en tout cas pour moi, des relations plus authentiques avec les gens quand on les voit à la maison. Quand que je le vois qu'Odéane, tu as un chat qui te dérange puis qui t'interrompt, mais je trouve que j'ai une meilleure compréhension de c'est qui Audrey-Anne. Au bureau, souvent, j'avais l'impression que tu étais capable d'être la personne que tu voulais au bureau puis d'apporter comme un persona là, professionnel, des fois qui pouvait être très, 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 très différent de la personne à la maison. Donc, je trouve qu'on a eu vraiment une perspective très différente. Puis moi, je trouve que je connais les gens mieux parce que j'ai eu la chance d'interagir avec eux d'une façon différente. Donc, moi, j'encourage vraiment fortement, puis je le sais, je suis comme tout le monde, puis moi, le type de travail que j'ai, je passe à peu près 90% de mon temps avec mes écouteurs sur mes oreilles puis ma caméra allumée. Puis je suis fatiguée, puis ça ne me tente pas tout le temps, mais je fais un effort pour le faire. Quand je ferme ma caméra, c'est d'habitude parce que j'ai un problème technique où il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ou que j'ai des enfants à la maison parce que l'école est fermée. Mais je trouve qu'on a tellement plus d'informations pour collaborer, pour avoir des relations qui sont plus efficaces et
en ayant la caméra ouverte. Donc, moi, j'encourage vraiment les gens à transiger le plus possible en live comme ça pour qu'on puisse avoir les cues visuels aussi. Puis, il y a aussi plein d'outils qui permettent aux gens, parce que des fois, on peut être mal à l'aise de partager nos préférences. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des exercices, des outils comme des profils d'utilisateurs. Nous, on avait fait cet exercice-là à un moment donné où est-ce que chaque personne avait la chance de se faire une diapositive. Il y avait des petites sections que tu pouvais te décrire quand tu es une personne qui aime ça travailler tôt le matin ou tard le soir ou comment tu aimes ça intervenir, c'est quoi tes passions, tes intérêts. Mais ça permet juste de mieux connaître les gens, puis des fois de savoir, moi, je disais aux gens, puis c'était pré-pandémie, je disais aux gens, appelez-moi pas. Appelez-moi pas sur mon téléphone, parce que si vous me faites un cold call, 99 des chances, je ne répondrai pas parce que je passe mon temps en meeting. Je n'ai pas le temps de répondre au téléphone. Donc, si tu veux me rejoindre, envoie-moi une invitation ou écris-moi par courriel. Puis, fait qu'on a pris de nouvelles habitudes, mais je ne sais pas pour vous comment souvent qu'ils répondent maintenant, qui sonne votre téléphone avec des cold calls. Moi, ça m'arrive, c'est plutôt j'ai gagné une croisière. C'est pour ça que mon téléphone, il sonne. Mais c'est ça. Donc, je pense qu'il y a des façons où est-ce qu'on est capable de partager des informations pour, je pense que c'est Brock aussi puis Jessica aussi, mais de connaître l'audience, d'être capable d'adapter selon les gens avec qui on interagit. Donc, ça te permet de garder un peu de ton authenticité, mais aussi d'avoir des conversations, des communications qui sont plus efficaces avec d'autres. Vous avez tellement apporté des points positifs, je suis tellement contente. Moi, je suis la première qui adore le virtuel pour justement développer sa réputation, faire des liens. Je ne pense pas que je serais ici aujourd'hui sans le virtuel. Je me sors toujours de ma zone de confort. Je suis pas gênée de participer dans des comités. Je trouve que c'est super bon pour jaser, créer des liens, créer des relations. J'essaie de changer mon vocabulaire, puisque Jessica disait. Mais moi aussi, je suis très, très fan de virtuel. Là. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est super, super intéressant. Le temps file. Il reste déjà une vingtaine de minutes. On va passer à la prochaine question de Julie Dumont. Puis je suis quand même curieuse de savoir votre opinion sur sa question. Donc, la question est, comment faire en sorte que notre réputation sorte des frontières de notre organisation quand on est loin des grands centres où plusieurs ministères se côtoient de près? Je suis curieuse d'avoir votre opinion parce qu'on dirait que ça vient un peu en contradiction avec la question précédente du fait qu'on est tous en virtuel, facilité de collaboration. Est-ce que quelqu'un voudrait se lancer? Voulez-vous que je répète la question? Est-ce que... Non, j'attendais juste de voir si quelqu'un d'autre allait partir de balle. Je suis heureuse de le partir. Je pense que ça revient à le parascolaire. Je pense que c'est un excellent exercice ou outil parce qu'il y a beaucoup de réseaux, de communautés interministérielles. De part, il y a une possibilité de s'impliquer, soit par un intérêt, soit par un domaine professionnel, soit par n'importe quoi, par un groupe générationnel. Donc, ça permet vraiment d'apprendre à côtoyer, puis d'avoir l'occasion de côtoyer des gens qu'on n'allait jamais croiser sur la rue, parce qu'on ne les aurait pas reconnus, même si on les avait vus nécessairement. Donc, encore, moi, j'encourage fortement une implication. Moi, j'aime l'idée de Jessica 2, si vous êtes en mesure. Mais ça ouvre vraiment les horizons. Ça donne l'accès à l'information à laquelle vous n'auriez jamais autrement. Puis, j'encourageais aussi parce que, tu sais, veux pas, moi, je l'avais vécu. Puis, quand on m'a embauché pour le poste, puis j'étais la virtuelle qui travaillait à l'extérieur de la RCN pour le bureau du conseil privé. J'étais un peu comme le poster child là, que c'est possible, mais c'est possible. On l'a tous prouvé que tous les différents jobs sont disponibles, peuvent être vraiment, je ne peux pas dire toutes, mais beaucoup de jobs peuvent se faire de n'importe où. Je pense qu'il faut pousser la note. J'encourage chaque personne à le faire parce que c'est une question de mentalité de comportement. Tu sais, j'en ai parlé au début. J'étais une fille de Nouveau-Brunswick qui n'avait jamais pensé de poursuivre une carrière au gouvernement parce que si j'avais voulu faire ça, il allait falloir que je sois douanière dans ma ville natale ou que je déménage à Shediac parce qu'il n'y a pas vraiment de job sinon pour la fonction publique fédérale à la place dans ma ville natale. Donc, je pense qu'il faut continuer à pousser. C'est une occasion à des gens d'avoir accès à des occasions qu'ils n'ont jamais eues avant. Excuse, Brock, vas-y, je sais que j'ai vu que tu t'es démuté.
Ouais, non, non, mon clavier est vraiment sensible. Euh, non, puis, tu sais, ça, c'est la bonne perspective macro, je dirais, en termes tu sais, les horizons des différentes communautés, puis tout ça. Mais je pense aussi que c'est important de considérer les relations qui sont relatives à votre travail. Est-ce que vous avez des intervenants auxquels vous devez, tu sais, interagir avec de temps en temps, comme tu sais, les TI, des experts conseils au niveau de l'administration? Est-ce que vous avez des homologues en région? Est-ce que vous avez des homologues dans d'autres ministères? Donc, si on est capable de commencer à tisser les liens qui sont relatifs à notre poste, là, ça commence à vraiment sortir ton éventail d'influence en dehors de ta job immédiate. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pris la réflexion à faire quand j'étais dans le monde des ressources humaines, de vraiment connaître, OK, c'était qui que je devais éventuellement parler avec en langues officielles, en classification, en dotation ministérielle, en valeur éthique, etc., etc. Puis c'était des gens que, de façon proactive, je leur contactais pour justement dire comme, Hey, moi, c'est Brock, je fais ceci, je fais ça. Un jour, on devrait peut-être se parler, mais entre-temps, au plaisir de travailler ensemble. Puis juste une petite connexion comme ça peut commencer à vraiment élargir pas juste ta réputation comme quelqu'un qui veut collaborer de façon proactive, mais quand on parle de réseautage, ça, c'est une façon de commencer à bâtir son réseau. Je trouve ça tellement satisfaisant aussi de bien comprendre l'environnement de son ministère, de savoir, je sais exactement qui je dois aller voir pour régler ce problème-là. Je suis vraiment d'accord avec toi. Jessica, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur cette question? Ça va. La prochaine question que je vois qui est très populaire, c'est une personne anonyme. La question est comment améliorer sa réputation face à un gestionnaire avec qui on a eu une mauvaise première impression et avec qui on continue d'avoir des malentendus. Ça l'arrive. Je pense que c'est une réalité. Ça va pas toujours plaire à tout le monde. Puis on peut pas toujours avoir les meilleures interactions avec des personnes. Je pense qu'on doit toujours se souvenir que on n'est pas seulement les personnes qu'on est au travail, on est des personnes à la maison, toute notre vie qui a un impact sur notre travail. Alors, tu sais, les personnes qui disent comme j'ai ma vie à la maison puis j'ai ma vie au travail, well, la pandémie nous a prouvé qu'on est vraiment tous les deux en même temps. Alors, j'apprécie la question. Ça m'est déjà arrivé. Je pense que tu peux faire une couple de choses. Tu peux vraiment t'asseoir avec la personne virtuellement pour avoir une conversation, puis une conversation franche. Puis ça peut des fois être vraiment difficile, surtout si on n'est pas prêt à entendre exactement qu'est-ce que les personnes ont à dire. Je trouve une autre bonne façon, c'est de peut-être demander comment que la relation pourrait être amicale au travail, puis professionnelle au travail. Parce que je pense que oui, c'est vrai que la personne a peut-être pas une bonne impression, mais toi aussi, tu as des sentiments, puis peut-être que tu te sens pas bien à propos de la relation non plus. Alors, c'est vraiment d'être capable de dire tous les deux, on a des émotions, mais on a un travail à faire. Puis comment qu'on pourrait être capable de travailler ensemble pour s'assurer que ça n'a pas un impact sur ta performance, une performance biaisée, parce que ça pourrait t'arriver. Alors, c'est pour ça que tu devrais avoir une conversation. Si jamais tu te sens pas confortable, puis c'est pas quelque chose qui est facile à faire, il y a des services. Alors, tu peux contacter les ressources humaines pour avoir un médiateur, pour vraiment être capable de créer un environnement sécuritaire, parce que c'est pas toujours sécuritaire, puis je pense que c'est vraiment important de le mentionner. Alors, si tu n'es pas capable de parler à la personne directement, il y a les ressources humaines. Tu peux toujours aller à un directeur pour parler à ton gestionnaire. Les options sont là, mais tu devrais toujours être capable de recommencer, peut-être pas à zéro, mais peut-être quelques pas en arrière afin de prendre quelques pas en avant ensemble, puis pour mieux créer une relation. Si jamais ça marche pas, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas si tu te retrouves dans cette situation-là, personne anonyme. Mais si jamais tu te retrouves dans cette situation-là, tu veux peut-être te trouver un nouvel emploi aussi. Je pense que c'est une réalité extrême. Je recommande de vraiment commencer peut-être au début à avoir une conversation avec cette personne-là, mais je pense que c'est vraiment important de se sentir vraiment bien dans son emploi. C'est pas seulement d'avoir une belle réputation à l'extérieur, mais c'est aussi de te sentir vraiment bien dans ta peau aussi. Si tu te sens pas comme tu as vraiment l'opportunité de t'épanouir dans ton emploi,
professionnellement à travers de ton mandat, mais aussi à travers de tes collègues, c'est peut-être une bonne situation pour réévaluer tes options. Puis je vais laisser ça pour voir si Brock ou Jennifer a quelque chose à ajouter. Merci beaucoup. J'ai adoré tes réponses parce que tu as quand même fait un plug pour les ressources humaines, donc still near and dear to my heart. Mais toute blague à part, je sais, avoir cette dynamique-là au travail, c'est pas facile. Je l'ai déjà vécu moi-même. Une bonne ressource également à considérer, puis c'est pas juste pour les temps qui vont difficiles, mais c'est pour vraiment sa croissance personnelle. C'est avoir des mentors, avoir des gens qui peuvent vous appuyer dans votre cheminement de carrière, des gens qui peuvent vous aider à vous positionner de façon positive et constructive dans des moments difficiles, mais aussi pour vous encourager quand ça va super bien. Donc, tu sais, comme votre réputation, comme d'autres choses dans la fonction publique, les mentors vont changer, mais j'en ai quand même des gens en qui que je faisais confiance plusieurs années passées, que de temps en temps, que je vais leur contacter à tous les années, juste dire un petit coucou, comment ça va, tu sais, est-ce que ça va bien, etc. Donc, tu sais, dans ces moments difficiles-là, j'avais quand même eu des gens à qui que je pouvais poser les questions, avoir des conseils sur comment gérer la situation. Puis ces gens-là peuvent être soit des collègues, des gens que votre patron même, ben, ça ne va pas avec votre patron, c'est peut-être pas la bonne idée dans la situation-là. Un ancien patron, quelqu'un qui a quand même fait un certain cheminement, quelqu'un que vous avez travaillé avec dans le cadre d'un comité. Donc, vraiment, c'est un bon ressource à avoir pour n'importe quel moment dans votre carrière. J'ai adoré les réponses à Jessica et à Brock. La seule chose que peut-être j'ajouterais, c'est aussi la nuance de coaching, parce qu'il y a beaucoup, encore souvent à travers de beaucoup des réseaux ou des communautés ou des services dont on a fait mention, des cercles de coaching. Donc, c'est des groupes qui peuvent se retrouver, qui peuvent encore venir d'une communauté semblable ou juste des gens qui veulent s'entraider, puis qui, dans le fond, viennent à une table puis qui se donnent des conseils. Tu as la chance, dans un environnement qui est sécuritaire, de partager un peu ton expérience, d'avoir des gens qui jugent pas, qui sont pas tes collègues nécessairement, qui peuvent te donner un peu des avis et conseils pour te dire Jen, c'est toi qui es dans le tort. Comme faut que tu ajustes ta perspective ou que tu t'y prennes autrement. Puis aussi, peuvent t'aider à pratiquer, parce que des fois, ça peut être, comme on parlait tout à l'heure, des discussions difficiles. Donc, des fois, c'est une question de vraiment pratiquer avant d'avoir la discussion pour aboutir à un résultat en espérant un peu plus positif. Mais sinon, je suis d'accord avec toutes les autres recommandations. Merci beaucoup pour vos réponses. J'ai adoré. On est déjà sur les dernières minutes de cette super belle séance. Je pense que je vais aller comme la réécouter pour prendre des notes. Je vais skipper où je parle, là, juste par... En tout cas. Donc, j'ai une dernière petite question pour vous. Une question à répondre en 30 secondes, si on veut. C'est une question de Marcel qui demande: avez-vous des outils pour entretenir votre réseau, des bonnes pratiques à conseiller aux gens qui assistent à la rencontre d'aujourd'hui? Personne ne veut se lancer? Attends, je voulais relire la question. Je suis vraiment désolée. Je te regardais, mais je t'écoutais pas pour une seconde. Un bon outil que moi j'utilise, c'est mon calendrier Outlook. Je sais que c'est pas tout le monde qui aime l'utiliser en dehors de leurs réunions régulières, mais moi je me mets des reminders. Je me fixe des rendez-vous. Alors, si quelqu'un me dit, tu sais, j'ai pas quelque chose en ce moment, peut-être qu'on pourrait se reparler dans 3 mois, je m'assure de mettre quelque chose dans mon calendrier dans 3 mois. Si jamais vous voulez créer une relation avec quelqu'un, que ce soit un mentor, un sponsor ou un allié, vous voulez essayer de vous fixer des rendez-vous aussitôt que vous vous rencontrez, comme des reoccurrences. Je me souviens plus comment dire reoccurrence, mais juste d'utiliser, de maximiser votre calendrier va vraiment vous aider à maintenir les relations. Puis pour moi, je sais pas à propos de vous, j'ai pas besoin d'un million d'amis et d'un million de contacts. J'ai juste besoin d'un bon réseau où est-ce que je peux vraiment être supportée. Puis je pense que Jennifer a fait un vraiment bon point. Le coaching
moi, j'encourage beaucoup les personnes de créer des cercles de coaching à chaque mois. Alors, pour moi, je rencontre des personnes avec qui j'ai travaillé auparavant, mais on est tous dans différents ministères maintenant. Puis ça fait du bien d'avoir ça, puis il reste dans mes réseaux parce que c'est difficile de perdre contact avec des personnes. Mais si jamais vous utilisez votre calendrier, ça devient un petit peu plus facile à maintenir ces relations-là. Alors, ça, c'est mon conseil. Moi, de mon côté, c'est, je pense que j'ai fait allusion tantôt, c'est à son jardin, si tu veux. C'est pour moi, le réseau, c'est un jardin, puis il faut vraiment y prendre soin de temps en temps. Il y a des places que le soleil va le frapper tout le temps, que c'est plus facile à maintenir. Mais c'est juste que les personnes qui sont peut-être plus à portée loin de ton jour à jour, tu sais, de mon côté, si je vois sur LinkedIn, par exemple, qu'ils ont reçu une promotion, un anniversaire de travail, ça me donne une occasion de juste leur relancer un petit message de Hey, j'espère que tout va bien, félicitations, la famille va bien, est-ce que tu aimes toujours le soccer, haha, les Canadiens? Excuse, on a sauvé le controverse pour la fin. Mais juste des petits messages comme ça, puis continuer de vouloir alimenter la relation, puis ça pose d'être une durée d'une vingtaine de minutes, mais juste laisser savoir aux gens que tu penses à eux, puis que tu es toujours intéressé dans ce qu'ils font, puis qui ils sont, dans le fond. Donc, puis je trouve Teams est génial pour ça. De temps en temps, je vais avoir les notifications sur Emploi GSC, puis si je vois un ancien collègue ou quelqu'un a reçu une promotion, une notification comme telle, j'envoie un message, puis je dis « Hey, félicitations sur la promotion, je suis tellement content pour vous autres. » Puis juste des petits messages comme ça leur fait sentir bien, puis tu restes quand même dans leur sphère de réseau. Non, puis c'est drôle parce que Brock a commencé à toucher exactement sur ce que je voulais partager. Moi, je dirais maximiser l'utilisation de la technologie. LinkedIn, les notifications, c'est parfait pour moi. C'est là que je fais j'ai pas le mot, mais le trolling. Je regarde, nouvelle job, je vais checker là, puis ça me permet, mais j'avais perdu le fil de ce collègue-là de 20 ans, puis il est rendu en quelque part, un ministère que peut-être qui m'intéresserait, donc je vais y écrire pour le féliciter, reprendre de ses nouvelles. Donc, il y a plein de choses. Même chose dans les outils, on parlait tantôt de GC Collab, GC Connects. Moi, j'ai pris le temps. Donc, il faut prendre le temps, mais je suis allée toute m'inscrire puis faire partie de plein de groupes de sujets qui m'intéressent ou de communautés qui m'intéressent, puis je me suis abonnée. Puis là, je reçois des notifications qui me viennent directement dans mon courriel que j'ouvre puis je dis « Ah, hey, il y a un événement la semaine prochaine que j'avais aucune idée qu'elle allait arriver. » Ou il y a quelqu'un qui a affiché une question qui dit « Je passe sur un projet ou je travaille sur un projet, y a-t-il quelqu'un qui pourrait collaborer là-dessus? » Moi, c'est magique ce que la technologie livre directement dans ma boîte de courriel. Donc, moi, il faut prendre le temps de le nourrir un peu puis d'alimenter ce jardin-là. Mais une fois qu'on l'a alimenté et ensemencé, de prendre le temps, il se rafraîchit et pousse par lui-même. Donc, c'est ce que je partageais. J'adore l'idée du jardin, ça a été très, très visuel. Je vais reprendre un commentaire qui a été partagé dans le chat, juste pour bien résumer la séance. Laurie dit « My God, j'ai un regain de motivation pour la prochaine année. Merci, merci. » Moi aussi, j'ai plein d'idées, puis plein de choses sur lesquelles je veux m'impliquer davantage. Je vais aller chercher plus d'informations. Merci à tout le monde de vous être joints aujourd'hui à nous. Un merci très spécial à nos incroyables panélistes Jennifer, Brock et Jessica. Le lien vers les ressources d'aujourd'hui se trouve sur la page wiki de Camp Carrière. Le lien est partagé dans l'espace de discussion. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, vous pouvez assister à d'autres sessions du Camp Carrière, dont un segment sur sous-peser les variables des différents postes qui va débuter dans quelques minutes, soit à 15 heures, heure de l'Est. De plus tard aujourd'hui, assurez-vous de participer à l'événement de réseautage avec les grands influenceurs de la fonction publique à 16h30, heure de l'Est. Le lien est aussi disponible dans l'espace de discussion. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres et bon Camp Carrière 2022!